Cette semaine à RPM, on assume le virage vert puisqu'on vous parle de voitures 100% électriques. D'abord, la Chevrolet Bolt qui vole la vedette depuis son arrivée sur le marché, puis la Volkswagen e-Golf présente pour mettre un baume sur le scandale TDI. RPM vous est présenté par Canadian Tire et par Silverwax. Bonjour tout le monde. Salut Antoine. Salut. Cette semaine, on va répondre à plusieurs interrogations que vous avez à la maison par rapport aux voitures électriques. Et Antoine, on va commencer avec le nouvel étalon or de la voiture électrique, la Chevrolet Bolt. Chevrolet Bolt qui est arrivé récemment sur le marché et qui vole la vedette depuis son arrivée pour une seule raison, son autonomie. Parce que cette voiture-là offre sur papier 383 km d'autonomie et à un prix raisonnable. Donc, l'équation, c'est la première fois qu'on est capable de la faire de cette façon-là. Sinon, il y a une Tesla qui va offrir plus, mais on parle d'une facture légèrement plus élevée. Ça n'a rien à voir. Donc, Chevrolet qui est arrivé avec cette voiture-là, on l'a développée rapidement, on l'a lancée rapidement, la Chevrolet Bolt. Beaucoup de succès ici au Québec. Un peu moins dans certains États américains où les voitures électriques sont pas très populaires encore, évidemment. Et elle est venue remplacer la Chevrolet Spark EV, la Chevrolet Bolt. La Spark EV qui est arrivée ici sur le tard. C'est vraiment un concessionnaire qui avait mis des efforts pour convaincre GM Canada d'importer cette voiture-là ici, en leur prouvant qu'il y avait un marché intéressant. Mais évidemment, la voiture était en fin de carrière. On s'est repris, on a lancé la Bolt et là, la voiture connaît beaucoup de succès. Oui, puis pour mettre une compétition face à la Bolt, on avait quand même un choix assez limité. La nouvelle Leaf qui offre 241 km d'autonomie est toujours pas arrivée au moment de faire l'enregistrement. Elle va arriver sous peu. La Focus EV, c'est un peu désuet. Il y aurait eu la Hyundai Ioniq, mais on avait déjà essayé la version hybride, et la Kia Niro. Bien, elle, on attend toujours la version 100% électrique. Ouais. Donc, on a choisi un véhicule qui est là pour faire oublier le scandale Volkswagen, la e-Golf. La e-Golf, qui est une voiture splendide, en fait. Volkswagen a travaillé très fort pour développer un véhicule qui nous semble très sérieux, mais qui n'a pas, évidemment, la même autonomie que la Chevrolet Bolt. Et là, ce qu'on veut faire, c'est vraiment de comparer les deux produits en regardant, bien sûr, d'une part, l'autonomie, mais en regardant aussi toutes les composantes pour savoir quelle voiture est la plus intéressante, nonobstant le fait qu'on soit capable de se rendre un peu plus loin avec la Chevrolet. Donc, on va aller voir laquelle est la meilleure entre la Chevrolet Bolt et la Volkswagen e-Golf. Il n'y a pas que Chevrolet qui utilise le nom Bolt. Il existe une voiture indienne, la Tata Bolt, livrable en plusieurs versions, la Revotron et la Sport. Bien que de la même taille que la Chevrolet, cette dernière n'est pas électrique. Le groupe Bocage, la passion nous conduit, vous satisfaire, peu importe le prix. C'est en janvier 2015 qu'on dévoilait le concept de la Chevrolet Bolt au Salon de l'Auto de Détroit. Et un an plus tard, au CES à Las Vegas, on dévoilait le modèle de production qui est passablement différent du concept sur le plan esthétique. La partie avant, elle est quand même assez fidèle au concept. Donc, un museau très plongeant, très court, un peu comme la Chevrolet Spark qu'on vient remplacer avec cette voiture-là, avec des phares bien dessinés au xénon avec feu de position au DEL. Vous allez aussi avoir les deux grilles de calandre qui sont bien sûr de fausses grilles de calandre puisqu'on parle ici d'une voiture électrique. J'aime beaucoup aussi l'intégration des logos Bolt EV à même les ailes avant, donc ça, c'est très joli. Mais de côté, la voiture est quand même différente du concept et ça, c'est un peu décevant. On perd d'abord la glace de custode qu'on avait sur le véhicule concept. On remplace ça par un élément de couleur noire lustrée qui est un petit peu décevant sur le plan esthétique. Ça rappelle, en fait, le GMC Terrain qu'on vient tout juste de dévoiler ou encore la Nissan Maxima. Mais l'élément le plus disgracieux, à mon avis, ce sont les moulures qui font le tour des glaces latérales, qui sont de couleur noir mat au niveau inférieur, chromés au niveau supérieur et qui sont de couleur noire lustrée sur la partie inférieure à l'arrière. Donc, ça aurait dû être un petit peu plus harmonieux. Et l'autre élément qui est décevant, c'est le coefficient aérodynamique de 0,32. Pour vous donner une idée, une Toyota Prius est à 0,24. On a deux versions de disponibles sur la Bolt, le modèle LT et le modèle premier qu'on a ici, qu'on distingue par trois éléments sur le côté.
Poignée de porte chromée, les jantes dont le design est différent avec des insertions de couleur noire lustrée et les rails de toit qui ne sont offertes que sur cette version-ci. Et finalement, à l'arrière, bien, ça ressemble aussi au concept et vous allez avoir des feux Odell à la grandeur. La Golf, vous la connaissez, elle n'a pas changé vraiment sur le plan esthétique, mais on modifie quand même quelques éléments sur la e-Golf pour la distinguer. À noter que la Golf électrique est uniquement offerte en modèle à haillons à 5 portes, pas de modèle à 3 portes ni de modèle familial. Il faut aussi savoir que la e-Golf est plus aérodynamique que la Bolt, avec un coefficient de 0,27, ce qui joue en son avantage. Les distinctions esthétiques, maintenant, vous allez remarquer d'abord cette bande de couleur bleue qui est intégrée à la grille de calandre et qui poursuit sa course dans les blocs optiques qui ont été modifiés sur toutes les Golf en 2018. Et bien sûr, c'est uniquement la e-Golf qui va avoir droit à des insertions de couleur bleue dans les blocs optiques. Le pare-choc est également distinctif, notamment en raison de la présence de feux de jour Odell qui prennent la forme d'un C et qui sont assez distinctifs lorsqu'on croise la voiture sur la route. On va aussi ajouter à ça une bande chromée pour une plus belle finition au bas du pare-choc. De profil, la voiture est vraiment en tout point identique à une Golf régulière. On ne distingue la voiture que par des logos e-Golf placés sur les ailes et par ses jantes de 16 pouces qui sont plus ou moins élégantes et qui, malheureusement, sont les seules offertes. Vous pouvez bien sûr les remplacer par des accessoires d'origine. L'élément qui, moi, me plaît particulièrement, c'est le choix de couleurs. 9 couleurs disponibles de série sur la e-Golf, mais vous pouvez aussi choisir de payer 2 995 $ supplémentaires pour avoir un choix de 30 couleurs exclusives que Volkswagen va vous proposer. Il faut commander la voiture comme ça, mais ça va vous permettre de vous distinguer dans le paysage automobile encore davantage qu'avec une voiture comme celle-ci. Plaquettes de frein en céramique. La qualité qu'il vous faut. Le groupe Bocage. La passion nous conduit. Vous satisfaire, peu importe le prix. L'habitacle de la Bolt se présente de façon très technologique, mais je dois d'abord vous mentionner que ce n'est pas un habitacle très spacieux. On a un minimum de dégagement au niveau des épaules et des jambes. Ça, c'est un peu décevant. Et ça confirme qu'il ne s'agit pas d'un VUS, comme le mentionne Chevrolet, mais bien d'une voiture sous-compacte. Le siège aussi est également très étroit. C'est en fait le plus gros irritant de cette voiture-là. C'est très inconfortable, particulièrement pour de longs trajets. Et ça, c'est particulièrement décevant parce que c'est comme ça autant pour le modèle LT avec sellerie de tissu que le modèle premier avec sellerie de cuir. Donc ça, sachez-le. Maintenant, la planche de bord, 2 gros écrans. Ce sont les éléments principaux qui attirent notre attention. Vous allez avoir un écran derrière le volant qui va vous donner, bien sûr, la vitesse à laquelle vous circulez, mais aussi l'utilisation de l'énergie, l'autonomie restante. Et ça, on l'affiche de 3 façons. D'abord, l'autonomie réelle. Ensuite, l'autonomie si vous conduisez de façon très posée avec un 9 sous l'accélérateur, comme je viens de le mentionner, ou encore l'autonomie minimale si jamais vous appuyez plus fort sur l'accélérateur tout en faisant appel au système de chauffage ou de climatisation. L'écran central, maintenant, est bien positionné, très facile d'accès, l'ergonomie est très bonne. Vous allez avoir une foule d'informations, notamment au niveau de la radio, climatisation, etc., et utilisation de l'énergie en temps réel. C'est très bien fait. Pas de système de navigation, puisqu'on vous propose l'application Apple CarPlay ou Android Auto de série. Donc, vous pouvez brancher votre cellulaire et avoir accès à la navigation de cette façon-là. L'Internet est également offert dans la voiture, mais bien sûr, pour avoir des forfaits, il faudra payer davantage. Console centrale, très bien faite. Beaucoup d'espace de rangement, autant au niveau du sol que sous l'accoudoir. Je dois mentionner, par contre, que la console, comme la planche de bord d'ailleurs, ce sont des plastiques rigides, un petit peu bon marché. C'est joli sur le plan esthétique parce qu'on crée des contrastes avec des teintes et des textures qui sont différentes, mais la qualité pourrait être supérieure. Je veux quand même mentionner que dans la version premier, on a quelques éléments supplémentaires. Un éclairage d'ambiance qui est très intéressant le soir venu.
la caméra au niveau du rétroviseur ici. Et vous allez avoir en option, ça, il faut le mentionner, les systèmes d'assistance à la conduite, détection de changement de voie, d'angle mort, détection d'obstacles en marche avant ou marche arrière. Mais ça, malheureusement, c'est uniquement la version premier qui le propose en option, ce qui est un peu décevant sur une voiture aussi techno que la Bolt. À l'arrière de la Bolt, vous allez remarquer qu'il y a quand même assez d'espace, bon dégagement au niveau des jambes, de la tête. On a aussi un plancher plat, donc ça permet d'accueillir 3 personnes plus facilement, quoique la console centrale va empiéter sur l'espace aux jambes du passager central. Et vous allez avoir des ports USB pour brancher vos accessoires et vos téléphones cellulaires. La moins bonne nouvelle, c'est que la banquette n'est pas très confortable. C'est facile d'y installer des sièges d'appoint, mais au niveau du confort de l'assise, ça laisse à désirer. Volume cargo, maintenant, on peut évidemment rabattre la banquette à la façon 60-40 pour augmenter l'espace, mais le volume du coffre lui-même est à 479 litres, assez généreux pour une voiture de ce format. L'habitacle de la Golf, vous le connaissez, ça n'a pas réellement changé, mais bien sûr, on a un habitacle qui est plus confortable et des sièges qui sont plus confortables que dans la Bolt, ça c'est certain. J'aime particulièrement la position de conduite de la Golf et la qualité de finition de cet habitacle-là, qui est supérieur à celui de Chevrolet. Maintenant, l'instrumentation, elle, change par rapport aux Golf régulières, évidemment. On remplace notamment le tachymètre par un indicateur de charge et on remplace également la jauge à essence par un indicateur d'autonomie restante. Remarquez que dans la voiture qu'on a ici, on a une option, le groupe technologie, qui donne accès à cet immense écran de 9,2 pouces que Volkswagen propose sur plusieurs versions en Europe. Mais ici, en Amérique du Nord, c'est uniquement sur la Golf électrique en option ou sur la Golf R 2018. Donc, 9,2 pouces comme écran, c'est gigantesque, c'est tactile et c'est très pratique parce qu'il y a beaucoup d'options. C'est très bien fait, très ergonomique également. On a notamment un indicateur sur l'énergie utilisée en temps réel, sur le flux d'énergie lorsqu'on conduit la voiture et sur l'historique de l'utilisation de l'énergie. Et quelques petites astuces intéressantes, notamment le fait que vous pouvez, via le système de navigation, connaître votre champ d'action en fonction de l'autonomie restante de la voiture. Vous pouvez également programmer d'avance le démarrage du véhicule, même lorsqu'il est branché, pour réchauffer ou climatiser l'habitacle, et ce, sans que ça n'utilise de l'énergie de la voiture, puisque la voiture est toujours branchée. Donc ça, c'est vraiment très bien pensé. Console centrale, c'est la même chose que les autres Golf. On a finalement réglé le problème de l'accoudoir central qui était fixe sur la Golf électrique 2016 vendue aux États-Unis. Donc désormais, il est coulissant, il est réglable. Ça, c'est une bonne nouvelle. Remarquez aussi qu'on a l'option des sièges de vinyle à bord de cette voiture-là. C'est une option de seulement 360 $, mais je vous dirais que je préfère la sellerie de tissu, le vinyle étant un petit peu bon marché, et on ne peut pas obtenir de cuir véritable. À l'arrière, dans la Golf, un peu moins de dégagement aux jambes par rapport à la Chevrolet Bolt. Par contre, la banquette est drôlement plus confortable, du moins aux extrémités, puisque la place centrale, elle, est assez limitée en matière d'espace et on a une bosse dans le plancher qui est assez agaçante. Il n'y a pas de siège chauffant d'offert à l'arrière dans la Golf, contrairement à la Bolt qui le propose dans la version premier. On va avoir, comme chez Chevrolet, la banquette rabattable à la façon 60-40. Et côté volume de coffre, c'est le même que la Golf régulière, donc 460 litres, à peu près le même que celui de la Bolt. Bonjour à tous. Comme vous pouvez le voir, cette semaine, je suis à l'intérieur du véhicule. Combien de fois je me fais poser la question, Richard, je lave l'intérieur de mon véhicule avec quoi? Très, très bonne question parce qu'on le sait, dans un véhicule aujourd'hui, il y a plusieurs types de matériaux. On voit les plastiques, on va voir des vinyles, on va voir du chrome, des boiseries, on va voir même des écrans. Il faut faire attention pour ne pas utiliser un produit qui est trop agressif et qui pourrait assécher ou endommager les surfaces. Ça prend un produit polyvalent. Silverwax a développé un nettoyant pour habitacle, justement, qui fait le nettoyage en douceur sans endommager aucune surface. Tout ce que vous avez à faire, vous le vaporisez directement sur la surface ou sur votre linge à votre gré et vous lavez tout l'intérieur de l'habitacle et vous allez voir, ça travaille vraiment bien. En plus, il va laisser une odeur agréable dans le véhicule. Une fois qu'on l'a nettoyé, toutes les surfaces, on veut les protéger, très important. On a un protecteur d'intérieur, nous autres, qui va donner un aspect
neuf au tableau de bord, au plastique, à la console et non huileux. Très simple d'application. On prend le produit, on le met sur un applicateur et on en met une couche très, très mince partout sur nos plastiques, tout ce qu'on veut protéger. La belle chose là-dedans, c'est que ça va vous donner un tableau de bord avec un aspect neuf et il va laisser une senteur très agréable dans le véhicule. Ce segment vous a été présenté par Silverwax. Canadian Tire, fier partenaire de l'émission RPM. Comme vous vous en doutez, la Chevrolet Bolt, c'est une voiture électrique équipée d'un moteur qui fait 200 chevaux et 266 livres-pieds de couple, livré de façon instantanée. On annonce également, et ça, c'est sa plus grande particularité, une autonomie de 383 km, ce qui est assez exceptionnel. Et ça, c'est principalement dû au fait qu'on a un bloc de batterie de 60 kWh d'un format équivalent à ce que proposait la première Tesla qui est arrivée sur le marché. Le problème, c'est que ces batteries-là sont quand même assez lourdes, ce qui fait en sorte qu'on a une voiture dont le poids est de 1625 kg, un poids même supérieur à celui d'un Honda CR-V tout équipé. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que la voiture a à la base été conçue comme une voiture électrique. Donc, les batteries sont placées au niveau du sol et intègrent la plateforme même de la voiture pour avoir un centre de gravité le plus bas possible. Les temps de recharge, maintenant, 52 heures sur le 110 volts, c'est quand même assez long, 9 heures sur le 220 et vous allez gagner 145 km d'autonomie par demi-heure si vous branchez le véhicule sur le 400 volts. Côté suspension, maintenant, très traditionnel, indépendant à l'avant, essieu rigide à l'arrière. Les freins sont décevants, ça, il faut quand même le savoir. Seulement 11 pouces de diamètre à l'avant des disques ventilés et 10 pouces à l'arrière des disques pleins. Et vous allez avoir une direction à assistance électrique. Les essais routiers vous sont présentés par la gamme de lubrifiants Total Quartz pour un moteur plus jeune, plus longtemps. On est sur la piste maintenant avec la Bolt. Et ceux qui pensent qu'une voiture électrique, ce n'est pas puissant, bien, détrompez-vous. Regardez la Bolt, c'est extrêmement puissant. Le couple est instantané, hein. C'est ce qui fait qu'on a des accélérations très franches. On le fait le 0-100 en 7,1 secondes seulement. Donc, c'est extrêmement rapide. Ça l'est même un peu plus que la Chevrolet Spark qu'on produisait récemment. Et on patine avec les roues en accélération, vous l'avez entendu. C'est vraiment nerveux, même au niveau des reprises. Donc, ça, c'est un point intéressant. Par contre, évidemment, comme toute voiture électrique, ça s'essouffle assez rapidement. Freinage maintenant, ça c'est décevant. C'est décevant pas parce que la puissance de freinage n'est pas là et non plus parce que le système ABS ne fonctionne pas bien, parce que ça c'est assez efficace. Par contre, il faut savoir que la Chevrolet Bolt est une voiture très lourde malgré son petit gabarit. Pour vous donner une idée, c'est plus lourd qu'un Honda CR-V de haut de gamme, donc tout équipé. Cette voiture-là fait 1625 kg et ça en fait une voiture pas nécessairement évidente à immobiliser avec l'équipement de frein qu'on a là. Et en plus, on a des pneumatiques à faible résistance qui sont auto-scellants si vous avez une crevaison, petit avantage, mais qui n'ont aucune adhérence. Donc, ça fait en sorte qu'on a une distance de 44,6 mètres, ce qui est extrêmement long. Au quotidien, maintenant, on retire le mode sport, évidemment, parce que l'objectif d'une voiture électrique, ce n'est pas de la pousser à l'extrême, mais vous allez remarquer que même en accélération normale, on a de l'effet de coupe dans le volant. On a l'impression que le poids de cette voiture-là n'est pas bien balancé et ça, c'est un petit peu agaçant. L'autre chose, c'est que ce n'est pas une voiture particulièrement stable sur autoroute. La première fois que j'avais conduit la voiture, j'avais trouvé qu'elle était plus stable que la Chevrolet Spark qu'elle remplaçait, évidemment. Mais en comparaison avec ce qui se fait dans le marché, c'est plus sensible aux vents latéraux. Et je dois admettre aussi que la tenue de route est plus ou moins intéressante. On a un certain roulis en virage. Côté confort, ça aussi, c'est décevant. La voiture n'est pas très confortable
confortable en raison de son empattement court. Et si vous êtes 4 personnes à bord, vous allez remarquer que ça devient très ferme, pas nécessairement très agréable. Et en plus, on a des sièges qui sont vraiment pas confortables, particulièrement à l'avant. L'assise est trop étroite et ça devient vite agaçant. Un point que j'aime, par contre, c'est la visibilité. Très grande surface vitrée sur cette voiture-là, les caméras de recul qui sont efficaces et en plus, on a un rétroviseur caméra, un peu comme dans la Cadillac CT6, qui améliore la visibilité à l'arrière. Donc ça, c'est un très bon point. Bon, l'évitement d'obstacles, ça, c'est un petit peu décevant pour la même raison que le freinage. La direction est précise, la voiture est solide et ça, on le sent dans cet exercice-là. Par contre, les pneumatiques n'ont pas d'adhérence. Vous les avez entendus, même si le système de contrôle dynamique de stabilité fait du bon boulot, bien, les pneumatiques ont leur limite d'adhérence, on glisse, donc la voiture dérape un petit peu, mais quand même, on parvient à avoir une trajectoire qui est à peu près correcte. La grande question maintenant, l'utilisation de l'énergie avec la Bolt. Et ça, c'est intéressant parce que cette voiture-là nous incite à devenir un conducteur plus éco-responsable, ne serait-ce que par les graphiques qu'on a au tableau de bord. Bien sûr, vous allez avoir la consommation d'énergie en temps réel, l'autonomie restante, évidemment, mais vous allez aussi avoir plusieurs graphiques qui vous indiquent comment vous faites l'utilisation de l'énergie dans l'auto. Donc ça, c'est très bien fait. Un des éléments intéressants, c'est le mode low sur le levier de vitesse qui permet de régénérer l'énergie plus facilement lors de la décélération ou du freinage. Évidemment, vous n'utiliserez pas ce mode-là sur autoroute, ça devient inutile et à ce moment-là, vous allez consommer un petit peu plus d'énergie, mais en milieu urbain, c'est extrêmement efficace. Et la chose qui est intéressante, c'est qu'on peut immobiliser la voiture complètement sans même utiliser les freins. Et si vous avez besoin de freiner plus promptement, bien, vous avez un levier qui est placé derrière le volant qui vous permet d'immobiliser l'auto encore plus rapidement, toujours sans utiliser les freins. Donc, ça permet d'aller chercher davantage d'énergie plus rapidement, tout en économisant les freins qui, eux, ne seront à peu près jamais remplacés sur une voiture comme la Bolt. Un des éléments qui est intéressant aussi, c'est la consommation d'énergie. On a réussi à faire 11,6 kW de moyenne avec la voiture dans de belles conditions, bien sûr. Ça permet d'obtenir une autonomie moyenne de 350 à 400 km. Certaines personnes ont même réussi à obtenir jusqu'à 500 km d'autonomie, mais ça, c'est vraiment extrême. Sachez cependant qu'en hiver, vous allez avoir environ 250 à 275 km d'autonomie maximum, surtout si vous exploitez le chauffage. Salut Mathieu! Salut Antoine! Bon, cette semaine, on a des voitures électriques. Évidemment, l'entretien sur ce genre de voiture-là est minime par rapport à une voiture conventionnelle à essence. Comme par exemple, on a cette semaine une Chevrolet Bolt sans grille de radiateur parce qu'il n'y a pas de radiateur. Effectivement, assez perspicace. Hein? Ils vont être moins payantes pour moi, ceux-là, malheureusement. Ouais. Donc, pour ce qui est des coûts d'entretien, comme tu mentionnais, bon, pas de changement d'huile moteur, pas d'antigel à remplacer, ça va de soi, on n'a pas de radiateur, on n'a pas de système d'échappement, pas d'huile à transmission, donc c'est vraiment négligeable pour ce qui est des coûts d'entretien. Tu vas peut-être réparer des airs climatisés dans 8-9 ans. Oui, effectivement. C'est ça. Pour ce qui est du reste, évidemment, le concessionnaire va vous convoquer aux 12 000 km pour une inspection visuelle et une permutation des pneus. Et puis, c'est spécial, c'est des pneus qui sont auto-scellants. Ouais. Donc, si jamais on a une crevaison avec le pneu, ça se bouche tout seul, si on peut dire ça comme ça. Mais je vous recommande quand même de les changer assez rapidement parce que c'est pas les meilleurs pneus au monde en termes d'adhérence. Non, effectivement, assez conçu pour l'économie. C'est ça. Maintenant, évidemment, il y a un coût énergétique quand même associé à une voiture électrique. Les gens pensent que parce qu'on met pas d'essence, ça coûte rien à rouler. Ouais. Il y a un coût énergétique qui demeure minime, évidemment. Là, mais... Oui, c'est pas extravagant. Par contre, on va démystifier ça avec les gens. C'est sur une période de 100 km. C'est en kilowattheure. Donc, dans l'essai, on a fait 11,6 kWh pour une période de 100 km. Des conditions optimales, il faut le dire, là, Oui. parce que l'hiver, vous allez consommer beaucoup plus que ça. Ça, c'est sûr. Et donc, avec le coût d'électricité, au moment où on parle d'environ 1,25 pour franchir 100 km. Si on compare, par contre, avec un modèle à essence qui consomme, à titre d'exemple, 10 litres au 100,
Et si on est très optimiste, l'essence est à 1 $ le litre, bien là, on parle de 10 $ pour franchir 100 km. Ah oui. Donc, si on transpose sur 20 000 km, la moyenne pour une année, c'est quand même 1 750 $ d'économie. Donc, c'est substantiel. C'est considérable. C'est presque 90 % d'économie sur le plan financier pour les coûts énergétiques. Mais c'est à prendre en considération qu'on recharge à la maison, par contre. Parce que sur le réseau public, évidemment, il y a des frais qui sont plus élevés pour recharger le véhicule. Bon, fiabilité, on n'a pas vraiment d'historique. C'est tout nouveau, ça vient d'arriver. On peut pas non plus se fier vraiment à la technologie de la Volt parce que c'est pas la même chose, donc... Bien, pour ce qui est des batteries, c'est difficile. On n'a pas d'historique de fiabilité. Ouais. Par contre, sur la Volt, on a commencé à changer des modules et des cellules sur des modèles 2012-2013. Ouais. Donc, ça sera à surveiller, mais c'est une technologie complètement différente. Donc, il ne faut pas mélanger les deux, mais il va falloir surveiller ça quand même dans le futur. Puis la voiture est quand même bien protégée en dessous, donc il n'y a pas vraiment d'inquiétude à y avoir. Pour l'hiver, là, tout ça, les gens me posent des questions. Aucun problème. C'est conçu pour nos hivers au Québec. Là. En terminant, les garanties? Garantie 3 ans, 60 000 km, 5 ans, 100 000 pour le groupe motopropulseur qui appelle, mais on n'en a pas vraiment. Là. Ouais, c'est ça. Et puis, pour ce qui est des batteries, c'est souvent l'inquiétude des gens. 8 ans ou 160 000 km, donc arrêtez de vous inquiéter. Là. Aucun problème au niveau de la garantie des batteries. Parfait. RPM réalise ses essais routiers sur le circuit Mécaglisse à Notre-Dame-de-la-Merci. Le véhicule qui m'intéresse est un Mazda 2011 avec 78 000 km. Est-ce que la garantie de bon fonctionnement s'appliquera? La réponse après la pause. Le véhicule qui m'intéresse est un Mazda 2011 avec 78 000 km. Est-ce que la garantie de bon fonctionnement s'appliquera? Malheureusement, non. La garantie de bon fonctionnement couvre seulement les véhicules d'occasion récents de 5 ans et ou 80 000 km ou moins. Cette garantie se divise en catégories A, B, C ou D selon l'année et le kilométrage parcouru. Elle couvre les pièces et la main-d'œuvre nécessaires au bon fonctionnement. Tout commerçant ayant un permis de l'Office de protection du consommateur est tenu d'honorer cette garantie. Contrairement à la Chevrolet Bolt, la e-Golf n'a pas été conçue à la base comme une voiture électrique. Vous allez donc retrouver sous le capot le moteur électrique et sous la banquette arrière le bloc de batterie de 35,8 kW qui prend place à l'endroit où normalement serait situé le réservoir d'essence. Côté puissance, c'est 134 chevaux qu'on a sous le capot de cette voiture-là, 214 livres-pieds de couple et c'est jumelé à un bloc de batterie, comme je le disais, de 35,8 kW qui permet d'obtenir une autonomie annoncée à 201 km, une autonomie très réaliste puisqu'on a même réussi à faire un peu mieux en conditions estivales. Les temps de recharge maintenant, 26 heures sur le 110 volts, 4,5 heures sur le 220 volts et vous allez obtenir 80 % de la charge en moins d'une demi-heure si vous chargez sur le 400 volts. Côté suspension, c'est indépendant aux 4 roues. Les freins sont plus massifs que du côté de la Chevrolet Bolt avec des disques de 11,3 pouces à l'avant et de 10,7 pouces à l'arrière, ce qui est un avantage compte tenu du fait qu'en plus, la voiture est plus légère d'environ 70 kg que la Chevrolet Bolt. Pour vous donner une idée, c'est 215 kg plus lourd qu'une Golf régulière de base. Accélération avec la Golf maintenant, qui n'est pas aussi rapide que la Chevrolet Bolt, ça c'est évident. Par contre, on a une puissance qui est quasi similaire à celle de la Golf à moteur 1,8 litres. La moteur à essence fait 170 chevaux chez la Golf et 134 dans le cas du moteur électrique, mais les accélérations et le temps d'accélération est à peu près similaire à 8,7 secondes, simplement parce qu'ici, on a énormément de couple. Et les reprises aussi sont également très bonnes, 6,7 secondes pour le 80-120. Sachez cependant que la vitesse maximale de la Golf électrique est de 135 km/h et que si vous placez la voiture en mode Eco+, eh bien là, ça sera 115 seulement. Bon, le freinage beaucoup plus prompt qu'avec la Bolt, ça c'est certain, et la voiture est plus stable. Par contre, la distance reste assez longue.
D'une part, parce que cette Golf-ci est 250 kg plus lourde qu'une Golf régulière, mais aussi parce qu'on a des pneus Ecopia à faible résistance, évidemment, parce que c'est une voiture électrique. Donc, le résultat, c'est 42,4 mètres. Conduire une Golf électrique, c'est un peu curieux parce qu'on connaît très bien la Golf régulière. C'est une voiture que moi, j'ai conduite pendant des milliers de kilomètres et je peux vous dire qu'on n'est pas du tout dépaysé à bord de la e-Golf parce que l'environnement est carrément identique. C'est certain qu'il y a certains petits éléments qui nous indiquent qu'on est à bord d'une voiture électrique, notamment l'absence de bruit du moteur. Mais du reste, c'est une Golf avec les qualités qu'on lui connaît. Une voiture qui a une excellente maniabilité, qui a une tenue de route intéressante aussi. Ça, c'est dû au fait qu'on a un centre de gravité qui est quand même assez bas parce que les batteries de la voiture, qui pèsent un peu plus de 300 kg, sont placées sous la banquette arrière. Un autre élément que j'aime beaucoup de la Golf, c'est évidemment la précision de sa direction. Le fait qu'on ait une voiture qui est extrêmement confortable et plus agréable pour de longues distances que la Chevrolet Bolt. Et ce qui est un peu ironique, parce que dans le fond, cette voiture-là a presque 2 fois moins d'autonomie au niveau du rendement électrique que la Chevrolet Bolt, qui est sa principale concurrente. Évitement d'obstacles, ça me rappelle en fait un petit peu ce qu'on avait eu comme résultat avec la Golf 2015 moteur à essence, mais pas pour les mêmes raisons. La Golf à essence nous avait déçus parce que l'ABS ne livrait pas la marchandise et ça avait prolongé la distance avant de s'immobiliser, alors qu'ici, j'ai l'impression que c'est plus la limite d'adhérence des pneus et le poids du véhicule qui fait en sorte que la voiture décroche et qu'on perd à peine le contrôle du véhicule. C'est pas grand-chose parce qu'il faut quand même mentionner qu'on a un châssis rigide, on a une direction qui est extrêmement précise, mais il y a un petit décrochage qui se fait. Je donnerais quand même à la Golf l'avantage au niveau de l'évitement d'obstacles par rapport à la Chevrolet Bolt parce que la voiture est mieux ancrée au sol. Maintenant, l'utilisation de l'énergie. Il y a plusieurs modes de conduite avec la Volkswagen e-Golf. D'abord, on a un mode normal, un mode Eco et un mode Eco Plus. Le mode Eco Plus est évidemment celui qui va vous permettre d'économiser davantage d'énergie, mais au détriment de la performance. D'ailleurs, dans ce mode-là, c'est 115 km/h en vitesse de pointe et vous allez remarquer que les accélérations sont beaucoup plus lentes. Si vous appuyez à fond toutefois, les modes s'annulent et là, vous allez avoir droit à la pleine puissance que la mécanique est capable de livrer. Il y a également sur le levier de vitesse un mode low et on peut placer 3 modes de régénération d'énergie. Évidemment, si vous le mettez dans le 3e mode, qui est celui qui est le plus puissant, vous allez avoir un frein moteur plus accentué qui va vous permettre d'emmagasiner de l'énergie davantage, bien sûr, mais c'est pas un mode qu'on veut utiliser sur autoroute, c'est certain, parce qu'à ce moment-là, vous allez consommer un peu plus d'énergie. Malheureusement, contrairement à la Chevrolet Bolt, impossible de s'immobiliser complètement en étant sur le mode low. Il faut quand même faire appel aux freins pour immobiliser la voiture, mais dans la majorité des cas, pour ralentir, le mode low va être absolument suffisant. Côté consommation d'énergie, maintenant, on a fait exactement le même résultat qu'avec la Chevrolet Bolt. 11,7 kW qu'on a consommé pour 100 km, ce qui est quand même très bon. Ça veut dire que vous allez facilement faire 200 km avec cette voiture-là d'autonomie. Nous, on a réussi à faire près de 235 km avec cette voiture-là. On était parti à 201 km, on a roulé 111 km et il nous restait encore 139 km d'autonomie après le trajet. Donc, assez impressionnant. C'est capable de faire un peu plus que ce que Volkswagen annonce. Maintenant, Mathieu, la e-Golf, et contrairement à la Bolt, c'est pas une voiture qui avait été conçue à la base comme une voiture électrique. On y avait mis un moteur TDI à la place, mais ça pollue un peu plus. On a réussi à adapter une motorisation électrique à cette voiture-là. Oui, puis on a quand même bien réussi chez Volkswagen, parce qu'on a introduit le moteur, évidemment, sous le capot, comme un moteur à essence standard, ce qui n'est pas le cas de la majorité des véhicules électriques. Et puis, pour ce qui est des batteries, on l'a mis exactement à la même place que le réservoir d'essence sur un véhicule à essence ou diesel. Ça nous permet de garder le même volume de coffre que dans un véhicule standard, qui est une bonne nouvelle.
Bon, parfait. Maintenant, j'aimerais ça que tu me parles un peu du circuit électrique du Oui. Québec, parce qu'évidemment, les coûts de recharge sur le circuit électrique ne sont pas les mêmes que si vous rechargez à la maison. Définitivement. On en faisait mention un petit peu tantôt avec la Bolt, si on recharge à la maison. Sur le circuit électrique, il y a deux possibilités. Il y a des bornes de 240 volts et de 400 volts, qui est un super chargeur, si on appelle ça comme ça. Donc, 240, c'est 2,50 forfaitaire. Donc, ça vous permet de recharger le véhicule là, le temps nécessaire, 4h30 dans le cas qui nous concerne, ou sinon à 1 de l'heure, facturé à la minute. Pour ce qui est des 400 volts, là, à ce moment-là, on fonctionne à 10 de l'heure. Oui, c'est un peu plus cher. C'est un petit peu plus cher et c'est très important de ne pas l'oublier. Hein? Si vous partez, vous dormez, vous passez la nuit, vous revenez le lendemain, 10 heures plus tard, bien, c'est 10 heures fois 10 donc ça va vous avoir coûté 100 Le système n'arrête pas de charger parce que la batterie est pleine. Ça a coûté le plein de F-150, fait qu'on n'est pas très gagnant. Non, exactement. Puis, sur les 400 volts, il faut savoir qu'environ à 80 de la charge, le système va arrêter. Ouais. C'est une précaution pour ne pas abîmer les batteries puis abîmer le système. Donc, on peut compléter avec le 240 volts par la suite. Bon, puis c'est le fun parce qu'on peut faire le suivi avec une application qu'on télécharge sur le téléphone cellulaire pour voir l'étendue de la charge où on en est rendu. Là. Exactement. Puis il faut savoir aussi, Antoine, que 99 des véhicules électriques ont l'option du 400 volts, à part la Smart. Oui. Mais sur les modèles hybrides branchables, par contre, la majorité ne l'ont pas. Donc là, c'est 240 seulement. Oui, c'est ça. On ne peut pas recharger sur le 400, Exactement. sinon, boum. Et voilà. OK. Bon, évidemment, fiabilité, on ne sait pas sur le plan technique qu'est-ce que ça va donner, mais on connaît les petites faiblesses de la Golf en matière de problèmes électriques. Électrique, on parle d'un véhicule électrique, problème électrique. Pour ce qui est des moteurs, là, consommation d'huile, témoin d'anomalies qui allument, on oublie ça, ça n'arrivera plus parce que, évidemment, c'est un moteur électrique. Ouais. Mais les portes qui barrent toutes seules, les problèmes de vitre, ainsi de suite, ça, malheureusement, j'ai l'impression que ça va persister. On souhaite que non, évidemment. Puis la bonne nouvelle, c'est que la voiture est un peu mieux garantie que Chevrolet. Oui, donc 4 ans, 80 000 km de base, donc c'est un petit peu mieux que le Bolt. Mais le reste, 5 ans, 100 000, 8 ans, 160 pour les batteries, c'est exactement la même chose. Donc, petit avantage, Volkswagen. RPM tient à remercier toute l'équipe de Canadian Tire pour sa participation au bilan mécanique de cette semaine. Les constructeurs automobiles sont constamment à la recherche d'économies d'échelle lorsque vient le temps de concevoir de nouveaux véhicules. L'une de ces solutions est évidemment l'utilisation de plateformes modulaires. À titre d'exemple, on peut évidemment vous parler de la plateforme MQB qui est utilisée chez Volkswagen, de la Golf jusqu'au grand utilitaire Atlas. Toutefois, la championne toute catégorie est Volvo, notamment avec la plateforme SPA, qui sert, entre autres, à la série 90, puis au XC60 récemment introduit. On arrive toujours du côté de chez Volvo avec la plateforme CMA, qui sert notamment au XC40, qui vient lui aussi d'être lancé, mais on sait que d'autres modèles en bénéficieront. Les avantages d'une telle plateforme sont évidemment qu'on peut allonger et élargir la plateforme selon les besoins du véhicule en production et on peut également intégrer une motorisation thermique ou encore un moteur électrique. Groupe Bocage, le leader en véhicules hybrides et électriques au Québec. Bocage. La passion nous conduit, vous satisfaire, peu importe le prix. La Volkswagen e-Golf se veut le premier véhicule de production 100% électrique de ce constructeur. Toutefois, Volkswagen désire offrir d'ici 2 ans une gamme plus diversifiée de véhicules électriques, incluant le ID Buzz, dont la production a été confirmée. C'est pas facile de choisir cette semaine parce que d'un côté, tu as l'avantage de l'autonomie avec la Bolt qui est vraiment impressionnant puis que c'est un argument de vente exceptionnel. Puis la voiture en soi, c'est pas vilain non plus. Par contre, considérant qu'on roule en moyenne entre 80 et 100 km par jour, la e-Golf devient d'autant plus intéressante, notamment parce que le produit en soi, la voiture, là, je fais une abstraction complète de la question des piles et de l'autonomie. La Golf est une voiture qui est nettement supérieure en ce qui me concerne, que ce soit au niveau de la tenue de route, du comportement routier, de l'équipement, du confort, de la position de conduite. À tous les points d'évaluation, la Golf est supérieure à la Bolt.
sauf la question de l'autonomie. C'est ça la question. Est-ce qu'on a besoin d'une autonomie comme celle de la Chevrolet Bolt? Toute la question est là. Ouais. Si c'est pas le cas, moi, je suis d'accord à 100 avec toi. Je m'en vais chez Volkswagen. D'une part, pour une question de prix, parce qu'il y a quand même un écart considérable. Oui. Mais d'autre part, parce que oui, la voiture est plus confortable, est plus raffinée, est plus intéressante à conduire. La Golf est tout simplement une voiture qui me plaît davantage. Et comme tu dis, la majorité des gens ne conduisent pas 300-400 km par jour. De toute façon, les 2-3 fois dans l'année où tu as besoin d'avoir une autonomie de ce genre-là, tu te loues une auto puis ça finit là. Dans le pire des cas, là. Puis ça, c'est sans compter qu'il y a bien des gens qui ont des voitures électriques qui ont aussi une alternative à la maison, donc un deuxième véhicule à essence souvent. Alors, l'autonomie poussée à sa limite n'est pas absolument nécessaire. Tu sais. Puis la seule qui fait mieux pour l'heure, c'est la Tesla. Mais je veux dire, la Tesla devient un statut social, une voiture qu'on conduit vraiment tous les jours, etc. Sa vocation est drôlement moins urbaine que celle de la Chevrolet Bolt. Oui. C'est bien beau tout ça, Antoine, mais combien ça coûte, ces voitures-là? Bien, c'est ça qui est intéressant. Volkswagen a une formule de développement avec la e-Golf que je trouve intéressante. On m'en a d'ailleurs parlé. Ce qu'on veut, c'est de faire un peu comme BMW avec les voitures d'occasion certifiées. Donc, on va louer la voiture à prix assez intéressant, avec un résiduel élevé, dans le but de revoir les voitures, revenir au concessionnaire pour qu'on puisse les vendre une deuxième fois. Donc, je te donne un exemple. La valeur résiduelle de la Volkswagen e-Golf après 4 ans est pratiquement la même que celle de la Chevrolet Bolt, même s'il y a un écart de prix de 12 000 entre les deux voitures. Ouais. Donc, incluant le rabais gouvernemental de 8 000 qui est 6 950 et des poussières une fois les taxes appliquées, bien, on parle de 13 918 de valeur résiduelle pour la Volkswagen et 14 456 pour la Chevrolet. Ça n'a absolument pas de bon sens, mais tiens-toi bien, les paiements, ça, c'est différent. 800 par mois pour la Bolt, 801, alors que c'est 515 chez Volkswagen. On parle d'un écart de pratiquement 300 par mois, là. Fait que tu te payes une Golf de base avec ça. Effectivement, c'est pas des marginal. farces. La facture n'est pas la même, mais parce que Volkswagen est très agressif, on est d'autant plus avantagé d'aller chez Volkswagen. Ouais. Sauf qu'encore faut-il pouvoir mettre la main sur l'auto, ce qui n'est pas ça. évident. Là. Exactement. C'est ça le problème qu'il y a en ce moment, c'est que c'est difficile d'en trouver. il y en a Volkswagen n'en a pas assez importé, mais au moins, il y a une bonne nouvelle. On nous a dit chez Volkswagen Canada que en cours d'année, on allait tripler la quantité de véhicules qu'on allait importer. Donc ça, c'est vraiment pas à négliger. Donc les gens vont enfin avoir accès à la voiture. Puis du côté de la Bolt, bien là, ça, si vous en voulez une, vous pouvez en avoir, il n'y a pas de problème. Maintenant, Antoine, ton choix final est sans appel. Là. Mon choix final, c'est la Volkswagen Golf. En fait, c'est pas compliqué. Si on a besoin d'une autonomie parce qu'on roule beaucoup au quotidien, on n'a pas le choix d'aller vers la Bolt. Mais pour ceux qui ont des besoins normaux, qui se comparent à 90 des gens qui conduisent une voiture au Québec, bien, c'est la Volkswagen Golf. Cette semaine, à la chronique de l'annuel, Ford Expedition et Lincoln Navigator, deux véhicules qui se renouvellent complètement pour 2018. Ouais. Il y a des véhicules qu'on dit « il était temps » et dans leur cas, il était temps puisque c'est des véhicules qui ont évolué à pas de tortue depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui. Mais là, la bonne nouvelle, c'est que 2018, on efface tout et on recommence. Et l'autre bonne nouvelle, en fait, l'excellente nouvelle, c'est qu'on passe à l'ère F-150. Ouais. Donc, c'est tout aluminium, le véhicule qui est beaucoup plus léger, conserve encore une fois 2 longueurs d'empattement, soit courtes et longues, selon que vous allez adopter Lincoln CL, Ford C-Max. Mais la grosse nouveauté, en ce qui me concerne, c'est d'un point de vue mécanique. Écoutez, le Lincoln, il ne se casse pas la tête. On adopte directement le moteur du Ford Raptor. Donc, c'est 450 chevaux, 510 livres-pieds de coupe. C'est quelque chose. Et Ford, bien, pour laisser une portion de prestige à Lincoln, bien, on diminue la puissance à 400 chevaux. Mais toi, Antoine, étant jury sur le North American Car of the Year, tu as réussi à mettre la main sur les deux véhicules avant tout le monde. J'ai pu essayer d'abord le Ford Expedition en version allongée. Écoute, c'est un véhicule éminemment plus raffiné que ce qu'on avait dans le passé, ça, c'est évident. C'est pas dur à battre, là. Non, bien, c'est pas dur à battre, mais en même temps, Ford a souvent eu des avantages sur le plan de l'aménagement. Oui. Et là, c'est encore mieux. Vraiment, là, l'espace à l'arrière, c'est plus confortable. On peut s'installer à la 3e banquette et être confortable, ce qui est absolument impossible dans un GM. Ça, c'est certain, de par la façon dont c'est dessiné. Suspension indépendante, le plancher est plus bas, il y a beaucoup plus d'espace. Les capacités de remorquage sont meilleures aussi que chez GM. Et chez Lincoln, bien, c'est la version Black Label que j'ai
pu mettre à l'essai, qu'on n'a malheureusement pas au Canada, mais écoute, le niveau de raffinement, la finition, le niveau de luxe qu'on retrouve dans ce véhicule-là, jamais de ma vie, je n'ai vu ça dans un véhicule américain, toutes catégories confondues. C'est vraiment un véhicule extraordinaire au niveau du raffinement. Et si Ford mettait les efforts sur tous ces véhicules comme ils le font avec un Lincoln Navigator, on serait vraiment en business. Malheureusement, c'est pas le cas avec la Focus. Merci d'avoir été là. Soyez des nôtres la semaine prochaine puisqu'on vous présente 2 VUS de luxe qui jouent la carte de l'hybridation. On découvre avec vous le Volvo XC90 dans sa version hybride affichable de T8 ainsi que l'Acura MDX Sport Hybrid. Merci d'avoir été là. Dans quelques instants, soyez avec nous, c'est RPM+. Pour revoir nos émissions, allez sur nouveau.ca et suivez-nous sur Facebook. RPM vous a été présenté par Canadian Tire et par Silverwax.